Salut les entrepreneurs! Si on faisait un petit peu de neuromarketing. Vous connaissez certainement déjà le nom neuromarketing. Pourtant c'est vrai que ça fait encore extrêmement peur à plein de gens. Si. En tous les cas, soyez rassurés, le neuromarketing est déjà utilisé par un certain nombre de grandes marques et de politiciens, et ce depuis bien longtemps maintenant. Pour ma part, si vous ne le savez pas encore, peut-être que vous le savez déjà, j'ai une certification en neurosciences appliquées. Je l'ai eue l'année dernière et mon coach, mon mentor David Lefrançois, qui est spécialisé justement en neurosciences, m'a fait le grand honneur cette année de participer au WED en tant que conférencier. Sa conférence dure plus d'1 heure et je vous donne là aujourd'hui en cadeau les 30 premières minutes de cette conférence. C'est tout de suite, c'est maintenant, pas besoin de cliquer, restez là, il va se présenter lui-même. C'est parti. Je vais vous parler de neuromarketing aujourd'hui. Avant ça, je vais me présenter en 2 mots, je vais dire qui je suis, ce que je fais, les métiers qui sont les miens. Ensuite, je vais prendre un maximum de temps, je vais m'éclater. C'est pour ça que j'aime bien passer le dernier, comme ça je suis full time. Mais je vais essayer de pas trop abuser. Après, je vous dirai ce que je sais des neurosciences liées au marketing. Parce que naturellement, j'ai une société d'investissement avec quelques amis aux États-Unis où on investit dans les neurosciences. Pourquoi je me suis lancé dans les neurosciences? D'abord parce que, en tant que psychologue, je me suis éclaté sur tout ce qui était l'univers de la psychologie. Et puis un jour, on a commencé à travailler avec des IRM et des IRMF. Et je trouvais ça génial de voir qu'on pouvait lire à l'intérieur d'un cerveau, de voir ce que la personne pensait et de prévoir limite ce qu'elle allait penser après. Donc moi, ça a commencé à me passionner. Donc je suis engagé dans cette voie, je passe un doctorat dans ce domaine. Et ensuite, comme j'avais eu la chance de rencontrer une personne qui était notre formateur, on a tous travaillé ensemble, et quand il est mort, c'est moi qui ai repris ses travaux. Alors j'ai repris ses travaux, pourquoi? Parce que j'étais le seul à avoir compilé suffisamment de matière sur lui. J'avais un mentor qui était juste extraordinaire, c'était l'un des hommes les plus passionnants que j'ai jamais rencontré, mais c'était aussi l'un des hommes les plus déstructurés que j'ai jamais rencontré. Quand il disait qu'on allait aborder un domaine, on abordait le domaine 2 minutes, et après il passait sur autre chose. Donc quand tu reprenais tes notes derrière, tu comprenais rien. C'est très complexe. Alors je sais que les personnes qui me connaissent se disent dans leur tête, il a un peu modélisé. C'est vrai, c'est le problème de tous les passionnés. Mais en même temps, comme j'avais besoin de comprendre qui il était, ce qu'il faisait, que je trouvais la matière incroyable, à l'époque il y a un monsieur qui s'appelle Tony Buzan, qui a commencé à mettre en place les premiers mind maps. Et je trouvais ça génial, donc j'ai travaillé avec cet homme, et quand je partais avec à ses cours, je partais avec 2-3 classeurs épais comme ça, et chaque fiche, dès qu'il disait quelque chose, je reprenais la fiche correspondante. Ce qui fait que le jour où il nous a quittés, son épouse Rita avait demandé de perpétuer les travaux, ce que j'ai fait, et ce que je pouvais faire, parce que j'avais compilé toute sa matière. Chose aussi intéressante, c'est que comme on avait été plusieurs à avoir été formés à ça, on investissait, là je parle d'il y a à peu près maintenant 12 ans, on investissait, chacun donnait 10% du chiffre d'affaires de sa société, on était 7, pour pouvoir financer de la recherche en neurosciences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ou bien on achetait des rapports, ou bien on envoyait un des collègues en formation, et puis après il nous transcrivait l'information. Et puis un jour, on a un de nos associés qui nous a dit, écoutez les gars, j'ai trouvé un moyen incroyable, que vous ne mettiez plus d'argent, mais il faut me faire confiance. Par contre, attention, si ça marche, moi je viens de vendre ma société, il avait une société de formation, lui il habitait Vancouver, mais sa société était sur Seattle. Il me dit, j'ai vendu ma société, donc je vous préviens, si ça marche, moi aujourd'hui je gagne l'équivalent de 13 000 $, c'est 13 000 $. Ça sera ma priorité, je prends ça. Par contre, vous ne mettrez plus jamais rien, et logiquement, on devrait avoir accès à des choses vraiment intéressantes. Bon, de toute façon, le deal était simple. Le mec, il est propre, il est intelligent, il est sympathique, d'une rare intégrité. Il est parti. Et en fait, on finance des étudiants aux États-Unis. Le principe de base, aux États-Unis, et à partir maintenant du mois de septembre en Israël, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je pars vivre en Israël, parce qu'on fait de la recherche là-bas avec l'université de Tel Aviv. Et de la recherche vraiment très intéressée, parce que pour le coup, elle est très orientée sur la psychologie, donc ça, c'est ma passion. Mais en fait, je ne sais pas si vous savez qu'on finançait un élève, alors on finance des élèves doctorat et post-doctorat, Harvard, MIT et Stanford. Okay. Un élève en moyenne, Harvard, c'est 350 000 $ par an. Parce qu'on paye sa scolarité, on paye son hébergement, sa nourriture, son sport. Il a le droit de pratiquer jusqu'à 2 sports, c'est dans le contrat. Et s'il habite à plus de 200 miles de son habitation principale, au moins 2 voyages par an. Maintenant, l'avantage, c'est que tous les travaux de recherche qu'on va lui demander d'orienter nous appartiennent. C'est-à-dire que l'université l'a comme cadre de référence.
mais les travaux qui vont sortir nous appartiennent. Et en fait, ce que mon ami a fait, c'est qu'il a prévendu à des grands groupes la recherche potentielle. Voilà, on met un gamin sur cette recherche avec une équipe. Un étudiant qui fait de la recherche à Harvard en neurosciences, c'est 19 personnes qui travaillent avec lui dans les années inférieures. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous financez, il y a 19 cerveaux qui vont travailler à fond sur la matière. Et ça a été profitable pour tout le monde. D'abord pour moi, parce que ça m'a permis d'avoir, entre guillemets, un avantage concurrentiel, puisque vous savez, maintenant, l'Institut des neurosciences appliquées. J'avais fait le pari que les neurosciences allaient exploser. Je pense que c'est un pari gagnant aujourd'hui, parce qu'on ne fait que progresser, on avance. Et puis, moi, je remarque une chose aussi, c'est que les poulains et toutes les femmes que je forme s'éclatent, réussissent. Et voilà, ça fait toujours plaisir à voir. Donc, voilà pour l'historique des neurosciences. Et il y a une chose qui est intéressante qu'on a remarqué, c'est que dès qu'on a orienté les neurosciences avec une visée marketing, on a fait systématiquement les travaux. Il suffisait de dire que dedans, il y avait un impact marketing pour que les financeurs principaux, alors les financeurs principaux, c'est, on a Sony, on a FedEx, on a Google, on a vraiment que des grands groupes qui travaillent avec ces recherches, ces pôles de recherche. Et alors il faut savoir aussi une chose, c'est qu'aux États-Unis, quand vous investissez dans de la recherche, c'est défiscalisable. Donc ils ont absolument tout intérêt de financer la recherche. Pour nous, c'était un deal gagnant. On finance d'abord, la priorité c'était de financer des élèves qui n'en avaient pas les moyens. Avec aussi un intérêt aussi, c'est que les écoles nous fournissent directement les élèves. On n'a pas besoin de faire de recrutement. L'école vient nous voir en disant voilà, j'ai un Russe qui veut venir chez nous, c'est un génie, il n'a juste pas l'argent. Voilà, ou alors dernièrement, on a une petite gamine. Elle a vécu dans une caravane depuis qu'elle est toute petite, jusqu'à quasiment un premier doctorat. C'est une extraterrestre. C'est une extraterrestre d'intelligence. Et elle travaille avec nous en neurosciences, mais jamais elle n'aurait eu les moyens de se financer une telle école. Et grâce à cette chose-là, donc c'est vraiment un deal gagnant. On ne fait pas l'argent avec ça, parce que le but c'est de réinvestir la totalité. Alors là, il y a quelques salaires à payer, mais le but c'est vraiment de réinvestir la totalité pour pouvoir financer des élèves. Et puis nous, ça nous permet d'avoir accès à des contenus qui sont juste incroyables et avec lesquels moi je joue, je m'amuse et que je transmets ensuite dans le cadre de mon institut. Vous êtes des entrepreneurs, alors le but c'est pas de faire de vous des neuroscientifiques, mais le but c'est de vous éclairer sur le cerveau à travers des choses que vous connaissez déjà et de voir l'incidence que ces choses que vous connaissez déjà, si vous les utilisez, peuvent vous permettre d'obtenir des résultats qui sont des résultats conséquents. On a formé quasiment toutes les sociétés de publicité françaises, les grands groupes, au neuromarketing aujourd'hui. C'est la formation qui a le mieux cartonné pour moi il y a 4 ans. Voilà. J'arrêtais pas. RSCG, BBDO, et tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont compris. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé dans le cerveau ce qui permet d'allumer comme un bouton l'impulsion d'achat. Mais par contre, on a compris qu'en prenant en considération la façon dont la personne pense et la façon dont elle organise et structure son information pour acheter, elle se permettait de s'autoriser, je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, de s'autoriser à pouvoir mettre en place un achat. On va revenir sur la notion d'achat, on va revenir sur la notion de marketing. D'abord, je voudrais simplifier pour vous. Parce que quand on parle à des entrepreneurs, c'est toujours complexe de savoir à quel niveau vous êtes rendu. On a des entrepreneurs qui se sont positionnés sur le web avec des chaînes YouTube. Moi, je me suis retrouvé sur YouTube avec une chaîne par le plus grand des hasards. Et là aussi, une chose qui est très importante, je sais que David Marouani vous a parlé de la notion d'intention, mais c'est important que vous pensiez toujours à cette intention-là et que vous compreniez que l'intention avec laquelle vous allez faire du business, vous la retrouverez toujours au final. Toujours. Maintenant, je vous le dis, j'ai dû accompagner peut-être 500, 600 entrepreneurs dans ma vie. J'ai travaillé avec des très grands groupes, j'ai travaillé avec des startups, j'ai travaillé avec des sociétés milliardaires, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient des professions libérales. Par contre, je remarque une chose. Quand l'intention de départ, ce n'est que faire de l'argent, ça ne fonctionne pas. Alors je sais que c'est pénible d'entendre ça, mais vous devez comprendre que l'argent est la conséquence positive de la qualité de ce que vous allez créer. Ne vous excitez pas sur savoir combien vous allez gagner. Excitez-vous sur savoir qu'est-ce que je vais créer, quelle valeur ajoutée je vais apporter, comment je vais transformer la vie des gens, et ce pourquoi ils devraient m'être redevables à vie. Quand je forme des personnes dans mon institut, je n'ai pas une formation académique.
D'abord parce que la formation académique, ça m'est très difficile. Et même quand je donne des cours à l'université en neurosciences appliquées, je ne suis pas académique. Même quand j'interviens à la télévision, je ne suis pas académique. C'est-à-dire que quand je passe comme expert sur les chaînes, je suis expert pour France 2 notamment, eh bien à chaque fois je suis le seul capable d'oreillette. Alors que tous les experts vont avoir une oreillette. C'est-à-dire que tous les experts en studio, il y a le camion régie dehors qui leur dit exactement ce qu'ils doivent faire. Je n'accepte jamais ça. Je n'accepte aucun compromis. Je dis les choses que j'ai à dire. Ça vous plaît, vous me prenez. Ça ne vous plaît pas, vous ne me prenez pas. Quand je présente mon programme de neurosciences appliquées à l'université, on est dans un Master 2. Ça veut dire qu'en face de moi, je n'ai que des médecins, je n'ai que des pharmaciens, qui sont censés être des professionnels qui, notamment, je le pensais en tout cas, avaient un certain niveau de la connaissance du cerveau. C'est difficile à dire, mais ce n'est pas le cas du tout. Mais bon, je trouve que c'est quand même intéressant de former avec eux. Mais en revanche, quand j'ai présenté ça, alors j'ai présenté ça pourquoi? C'était d'abord pour moi intéressant de me retrouver et confronter à des personnes qui étaient censées avoir un certain niveau de maîtrise. Mais la deuxième chose intéressante, c'est que comme j'ai passé moi un doctorat à l'étranger qui n'était pas reconnu en France, en donnant cette matière en France, mon doctorat est reconnu en France dans les deux prochaines années. Donc ça me permettait de valider mon doctorat en France. Ce qui n'est plus un problème puisque je déménage maintenant, je pars vivre en Israël à partir du mois de juillet, puisque je travaille et je dirige déjà 3 pôles de recherche à l'Université de Tel Aviv sur les neurosciences appliquées. Et je viens 10 jours en France pour travailler exclusivement avec mon institut. Alors, laissez-moi vous dire un petit peu ce que l'on sait maintenant du marketing. Et comme je vous le disais, je ne sais pas toujours à quel niveau vous êtes rendu dans votre schéma, dans votre système. Je voudrais simplifier pour vous la vente. Vous expliquer ce que c'est que la vente, parce que c'est important de comprendre que la vente, c'est quelques étapes incroyablement simples, parce que la vente, c'est simple. Quand j'ai dit que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile derrière à mettre en œuvre, mais le processus de vente, il est simple. On va imaginer comme ça que, avec Yannick et David, on décide de monter un restaurant à Saint-Tropez. Pourquoi? Parce que c'est bientôt l'été, et autant ça. Et comme je sais que David est fan de Nabila, il aura peut-être une chance de pouvoir la croiser là. Voilà. Donc pour David, on dit avec Yannick, on écoute Nabila va certainement passer à Saint-Tropez, c'est une chance pour David, on ne sait jamais. Donc, on va à Saint-Tropez et puis on voit qu'il y a un petit local, comme ça, pas très grand, parce que Saint-Tropez c'est très cher, mais tout de suite on a la vision de pouvoir organiser un petit restaurant sympathique là-dedans, avec un mille bio à la cachet. T'as un client qui va passer, si tu le chopes pas, celui-là, tu es mort. Okay. Et bon, on arrive, on avance et on se dit, ok, c'est quoi la clientèle? Alors, c'est très simple. Devant notre restaurant vont passer des centaines et des centaines de suspects tous les jours. Les suspects, ce sont toutes les personnes qui passent. Voilà. Ils sont potentiellement, ils vont passer devant mon magasin, ils vont passer devant mon aventure, ils vont passer devant ma chaîne YouTube. Voilà. C'est des mecs, un mot-clé, un truc, un travail, un partage, un méta-tag par ici, hop, ils passent. Ça, c'est des suspects. Donc voilà, déjà, la première question, c'est comment je fais dans ma vie pour être en contact avec un maximum de suspects. Voilà. Donc, ces suspects qui vont passer, là, moi, il faut que je les transforme déjà, premier niveau, il faut que je les transforme en prospect. Un prospect, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'intéresse à ton offre. C'est quelqu'un qui va regarder, qui va aller dans ta aventure et qui va lire le menu. Donc déjà, pour la question, comment cette personne qui est dans la rue, qui ne me connaît pas, je vais faire pour l'attirer? Alors, comme on a des cultures différentes, David il va dire, moi la musique orientale, je la sens bien. On va mettre un lunch oriental, très bien, super sympa. Yannick il va débarquer, il dit bon les gars quand même, on est en France, c'est quand même de la bonne bouffe. Alors lunch oriental peut-être, mais en région plus traditionnelle. Et puis moi, je suis un éternel romantique, donc je vais écouter les gars. Faut mettre des bombes. On va mettre des serveuses à moitié dénudées, au moins on est sûr d'avoir la moitié de la clientèle. Non, parce que je vais vous dire un truc. Quand on parle du marketing, excusez-moi, vous allez dire ce mec c'est un gros macho, mais malheureusement le marketing parle de choses très intéressantes. Par exemple, on sait que sur votre page de publicité, ou lorsque vous présentez une voiture sur un salon, si vous avez la règle des 3 B, vous avez en moyenne ou 17% de temps en plus sur la page,
ou à peu près jusqu'à 27% de temps en plus d'un prospect sur le stand. La règle des 3B, c'est quoi? C'est blonde, bouche ouverte, jambes lentes. Je suis désolé, mais c'est les stats. Après, c'est comme ça. On peut dire, ouais, mais c'est complètement démago, pourquoi pas les brunes? Parce que vous comprendrez d'abord que la plupart des gens n'ont pas de goût. C'est pour ça. Voilà. Mais après, on a essayé avec les brunes, on a essayé avec les gens, et c'est comme ça. Bon, au-delà de la petite boutade, il est vrai qu'une femme qui est jolie, ça fait vendre, mais pas trop. Voilà. Vous avez posé la question pourquoi tous les mannequins font la gueule? Vous avez posé la question pourquoi si tous les mannequins n'ont pas de forme? Un mannequin, c'est plat. Pour éviter de complexer? Non, mon petit chouchou, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin d'avoir des complexes devant ces femmes, voyons, elles ne sont pas si belles que ça. Non, 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 non. En fait, on a remarqué une chose, c'est que quand on fait des tests, au niveau neuroscientifique, on s'aperçoit que quand, par exemple, une femme, elle sourit, tu vois son visage, mais tu ne vois plus la robe. C'est-à-dire que, alors, on a une particularité neurologique, nous, les hommes, et par rapport aux femmes. Une femme, quand elle mate un homme, elle a cette chance d'avoir une vision globale. D'accord? C'est-à-dire qu'elle te regarde dans les yeux, mais elle scanne tout, en fait. On est un peu con. Donc, comme on est un peu con, on va avoir des stratégies très bizarres. C'est-à-dire que tu vas faire ça. Et là, tu dis, elle m'a collé. Ça veut dire que nous, on a besoin d'être dans un mode de périphérie, ce qu'on appelle la périphérie spécifique neuronale. Il faut que ça soit périphérique. La femme, elle a une approche très cerveau droit, c'est très bien, vision globale, elle te calibre, elle te regarde dans les yeux, fait, il y a une sirène qui fait bien, pas bien. Après, vos critères, mesdames, ne vous appartiennent qu'à vous. Mais on a remarqué en tout cas que quand on faisait des défilés sous IRMF, notamment, des photos de personnes qui font des défilés ou des vidéos de personnes qui font des défilés, dès que la personne sourit, c'est mauvais pour la marque. Parce qu'à partir du moment, un sourire, c'est rayonnant. Un sourire, c'est attirant. S'il y a une chose que vous devez apprendre à vos vendeurs, ou s'il y a une chose que vous devez apprendre à vous en tant qu'entrepreneur, quand vous allez vous déplacer, un sourire, c'est toujours engageant. Non seulement c'est engageant, mais ça permet de dégager plein d'autres choses en termes de messages. C'était rigolo aussi, hier je regardais les vidéos que j'ai tournées avec Sophie Davant, et l'invité c'était Amir. Alors, Amir c'est finaliste de la Star Academy, je crois. The Voice, merci. Et incroyablement beau, très sympathique, avec un sourire chevillé, mais tout le temps. Et le gars, en fait, quand tu fais un petit peu de langage non verbal, tu sais que son sourire, il est vrai. Mais c'est incroyable de voir combien une personne qui sourit tout le temps, ça peut te déranger aussi à un moment donné. Voilà. Mais je remarque qu'il y avait ce jour-là, sur le même plateau, deux personnes qui chantaient. Amir, il prenait toute la visite. Pourquoi? Parce que dès que tu souris, t'es rayonnant. C'est comme ça. Donc d'ailleurs, nous, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais dire, ok les gars, on va mettre des filles à peu près jolies, mais surtout, on va insister. Les filles, vous souriez. Si vous allez chez Leclerc, la première des choses qu'on apprend aux caissières, merci, c'est le slam. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Ah, ils l'ont oublié. Non, moi. Alors tu vois, c'est intéressant parce que quand tu dis ils l'ont oublié, c'est super grave. Ça veut dire qu'en fait, derrière, le management, il est de merde. Je te le dis. Moi, par exemple, un jour, là où j'ai été le plus impressionné sur la qualité d'un manager, c'était chez Leclerc, curieusement. Leclerc à Nantes, je vais le citer. Moi, quand je fais quelque chose, quand je dois travailler pour un groupe, une entreprise, je vais toujours la visiter avant d'aller travailler avec eux tout le temps. Et c'est intéressant de voir combien le Leclerc de Nantes, il était atypique. D'abord, il avait le plus grand étalage de poissons que j'ai jamais vu. Après, j'ai compris pourquoi. Ensuite, les gens étaient sympathiques, ils souriaient, ils étaient cool. Et le problème, c'est pourquoi on faisait intervenir, c'est que Auchan venait s'installer à moins de 7 km avec une proposition de salaire supérieure à 30% pour chaque cadre qu'ils allaient débaucher. Donc, Yannick, le président, il avait un petit peu de pépette, il me dit écoute, moi je veux que tu fasses un outil de motivation chez moi. Je fais un outil de motivation. Regardez le truc.
pourquoi ce mec a le plus beau et le plus grand étalage de poissons de toute la France? Vous vous rappelez tous des tempêtes qu'il y avait en 2000? Okay. Ces tempêtes en 2000 ont été une catastrophe naturelle pour beaucoup de gens. D'abord parce que le jour du 25 décembre, le jour de la naissance du Christ, on a quand même une tache d'huile qui vient sur les lieux. Je trouvais qu'en termes de symbole, c'était plutôt intéressant. Et au-delà de ça, il se passait un autre problème. C'est qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont tombés dans la tempête. Et du coup, beaucoup de leurs fournisseurs n'avaient plus de bateaux. Et le temps que les assurances répondent, vous savez ce que c'est? En moyenne, lorsqu'un bateau est endommagé, pour qu'il soit indemnisé, c'est 3 ans par les assurances. Ça veut dire que lui, il s'est retrouvé, là, lui, le Leclerc, avec des fournisseurs qui ne pouvaient plus le fournir. Très vite, il a proposé un crédit à ces personnes-là à 0,5%. C'est-à-dire qu'il a financé avec eux, pour eux, leur bateau, leur système de production, en leur disant la seule chose que je vous demande, c'est de nous garantir les tarifs sur 3 ans pour que je puisse maintenir mon équilibre financier. Ben vous voyez, quand vous faites ça, et ben là, vous avez avec les producteurs un rapport qui est complètement différent. Et c'est bizarre, parce que ce type-là, alors qu'il avait toutes les raisons de pouvoir, il y avait le nombre, il y avait l'organisation, il y avait les structures, bizarre, il n'y a pas de syndicat. Parce que le jour où ils sont venus voir, ils disent, vous savez, on a atteint le nombre, le quota, on pourrait peut-être monter un syndicat. Vous pouvez le faire, mais c'est stupide. Parce que si votre revendication elle est intelligente, moi je viens, je parle. Mais si tu mets un syndicat en face, moi je vais mettre un avocat, on ne parlera plus jamais. Ben, pas de syndicat, vous avez raison. Il y avait un attachement, et aucune des personnes, quand je leur disais avec nous 30%, pour 50%, il n'y en a pas un qui a quitté son job. Parce que les mecs disaient tous la même chose. Un dirigeant comme lui, je ne le retrouverai jamais. Une ambiance de travail comme la nôtre, jamais. Et j'étais tellement impressionné par l'ensemble de ses collaborateurs et son mode de management que je lui dis, écoute, tu sais quoi, je te facture pas, mais je te demande l'autorisation de pouvoir te citer pendant les conférences. Parce qu'il n'y avait aucune raison valable de facturer un audit de motivation. J'aurais mieux fait de mettre en place un système d'observation, une sorte de laboratoire pour modéliser son truc et faire de l'argent. La vérité. Tellement le gars, il était bien, il avait une vraie relation de proximité, son bureau tout le temps ouvert, brillantissime. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est l'intention de départ. Quand vous faites du business, votre intention de départ, c'est quoi? Parce que si vous croyez que, par exemple, je forme des coachs, c'est vrai que je forme des coachs. Mais moi, en vrai, au fond, je ne veux pas ça. C'est pas mon intention première. Moi, ce que je veux quand je forme des coachs, c'est qu'ils vivent l'une des plus belles années de leur vie, en termes de transformation personnelle. Je veux qu'à travers la science qu'ils vont intégrer, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont observer, j'interpelle chacun dans une vraie transformation personnelle. Je veux que quand il entre et quand il sort, ce ne soit plus jamais la même personne. Parce qu'il devra avoir à assumer derrière des relations tellement complexes que s'il n'est pas bâti physiquement et intellectuellement, il ne pourra pas supporter la chose. Donc l'exigence que j'ai, elle est plus dans ce domaine que dans l'acquisition de compétences. Parce que dans l'acquisition de compétences, c'est facile d'acquérir des compétences. Mais se transformer personnellement, c'est complexe. Ça demande du temps, ça demande une procédure, et c'est beaucoup plus difficile d'animer à la transformation des individus que de donner quelque chose de façon purement académique. C'est en tout cas beaucoup plus exigeant. Alors, pour l'instant, ça marche. Je vais continuer. Mais je veux juste que vous compreniez, c'est d'abord, s'il y a une chose que vous devez valider, c'est quoi mon intention de départ. Si vous faites du business juste pour faire de l'argent, vous en ferez peut-être. Mais à un moment donné, de toute façon, vous allez flirter avec quelque chose qui n'est pas éthique. Voilà. Moi, je dis toujours quelque chose, hein. C'est si ce que tu fais, il n'est pas éthique, à un moment donné, il sera pathétique. Tu vas toucher les gens, tu vas pas, ça va être nul. Et sois fier de ce que tu fais, sois fier de ce que tu crées. Tu vends un produit, ton produit, tu dis qu'il est remboursé au bout de 30 jours, au bout du 29e jour et 2 heures, on te demande le remboursement, tu le fais. Et même si on te demande le remboursement 2 mois après, fais-le. Qu'est-ce que ça te coûte, la vérité? Ton infoproduit, il a été créé, il est censé... Oui, mais à ce moment-là, les gens ils disent, mais je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux créer? C'est ça le truc. Votre intention de départ, c'est quoi? Tu crées... Moi, quand je crée un infoproduit sur la confiance en soi, je me pose une vraie question, c'est est-ce qu'avec ce programme, les personnes peuvent travailler en confiance en soi?
Est-ce qu'à l'issue, ils peuvent avoir beaucoup plus confiance en soi? Si la réponse est oui, et que moi je trouve le programme hyper excitant, que je m'éclate en le faisant et que je m'éclate en le lisant, je me dis, ouais, je vais. Vous voyez, par exemple, il y a 3 infoproduits, et ben j'en ai produit 7 déjà. Mais j'en ai mis 3 sur le marché. Parce que les autres, je ne les sentais pas assez concluants, j'étais pas assez en accord avec eux. Tant que l'info, le produit n'est pas top du top of the world, quand je mets par exemple Quantum System sur le marché, et que moins d'un mois après, j'ai déjà des retours incroyables des gens, là je dis ok, c'est un bon produit. Je peux assurer, pourquoi pas faire de la pub. Et encore, j'en fais pas. Voilà. Moi, la seule pub que je fais, c'est un tout petit bandeau qui passe derrière les vidéos de ma chaîne YouTube. Quoi. Voilà. Et vous voyez quoi? Ça marche. Ça marche. Je fais pas de Google AdWords, je fais pas de Facebook AdWords, je fais rien de tout ça. Et la vérité, ça marche très 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 bien. D'accord? Maintenant, je vous dis une chose. Je vous raconterai cette petite histoire parce que pour moi, c'est une des histoires D'abord, elle était très marquante dans ma vie parce qu'elle était belle. Et puis ensuite, c'était l'une des grandes leçons de vie que j'ai prises. Mon grand-père était un mec extraordinaire, un type incroyable. Il a caché les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et il s'est fait avoir. Alors pourquoi il les cachait? Parce que les 3 familles qu'il planquait dans sa cave, qui faisait à peine 22 mètres carrés, donc il faut remettre les choses en contexte, dans les 3 familles, il avait son ami d'enfance, qu'il connaissait depuis l'âge de 3 ans. Et un jour, ils vont se faire balancer par la voisine, qui se trouvait qu'il y avait des bruits suspects et des chants suspects le samedi, parce qu'il chantait à Shabbat. Donc, il va se faire embarquer, et quand ils vont lui dire « Pourquoi tu planques ces chiens ?», lui va répondre « Je ne suis pas sûr que les chiens, ce soit eux. » Donc, il va lui dire « Puisque tu les aimes tant que ça, tu vas vivre le même traitement. » Donc, mon grand-père, il est parti dans les camps de concentration, alors qu'il n'était pas juif. C'est intéressant ça. Et le mec, il s'est évadé 3 fois. Voilà. Ils l'ont gardé à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il avait une compétence électrique et il fabriquait des V2. Vous savez ce que c'est les V2 là? C'était des espèces de fusées que les Allemands envoyaient sur Londres. Et mon grand-père, c'est un héros historique. Parce qu'en fait, il disait, on avait trouvé un moyen de saboter la chose. C'est-à-dire qu'on savait que la carte mère, en réduisant l'épaisseur, quand la V2 partait, s'il faisait des tests sur 4 km, c'était bon. Au-delà de 10 km, de toute façon, la carte mère grillait et l'explosif, il n'allait pas exploser. C'est pour ça qu'en fait, l'Allemagne a bombardé Londres, mais que Londres, même s'il y a eu beaucoup de dégâts, aurait dû être complètement rasé de la terre. Voilà. Et ils étaient une équipe de 5, et les 5 qu'on fabriquait, ils étaient en accord à l'intérieur pour saboter les cartes mères. C'était vraiment un truc intéressant. Et voilà. Mon grand-père revient en Normandie, et puis un jour, il avait sa maison à côté de la nôtre, je vais le voir, et il était assez attristé. À l'époque, il a 79 ans et 6 mois. Et je le vois pas bien, je dis, le bébé, qu'est-ce qu'il y a? Il me raconte. Il me dit, écoute, quand j'étais dans les camps, j'étais ami avec des Américains. Et il y en a 2 d'entre eux qui font leur anniversaire, et je pense que j'aurai pas l'occasion de fêter leurs 80 ans 2 fois. Voilà. C'est un fait marquant de ma vie. Moi, quand il me dit ça, à cette époque-là, je travaille depuis quelques mois. Alors, comment je travaillais? Un truc de dingue, c'est que pour payer mes études, j'ai réfléchi sur ce que je pouvais faire pour avoir du temps et gagner beaucoup d'argent. Un truc de gosse, quoi. Voilà. Et il y avait une chose qu'on pouvait faire, c'était vendeur. Donc, je vendais des échafaudages à des artisans, alors qu'en vérité, si je plante un clou dans un mur, je pète le mur, je me casse les doigts qui vont avec, et j'insulte tout le monde. Ma fille qui est ici présente pourrait vous dire qu'à chaque fois que j'ai monté une armoire Ikea, il reste toujours 3 planches que je ne peux pas comprendre, et un mur que j'ai transpercé d'un coup de poing tellement j'ai eu les nerfs. Parce que je ne sais pas pourquoi les armoires Ikea me font sortir de moi. C'est comme ça. Je déteste cette marque à cause de ça. Mais toujours est-il que je gagnais très 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 bien ma vie en tant que vendeur en fait. Et je travaillais à mi-temps, puisque le reste du temps j'étais à l'université, et à mi-temps je gagnais plus que mon père qui était directeur des ventes dans une boîte française. Pourquoi? Parce que je mettais en application tout ce que j'apprenais en psychologie. L'écoute active, la reformulation, je me suis dit tiens, je me suis éclaté. Et alors que le temps moyen pour un... C'est intéressant aussi.
Le temps moyen, on me disait, le temps moyen que tu dois passer quand tu fais une vente, c'est 25 minutes. En dehors de ça, il faut que tu partes. Moi, quand j'étais avec un client, je restais 2 heures, je restais 3 heures, puis à la fin, le gars me tapait sur l'épaule, il fait, tu sais, il faut peut-être que tu fasses ton travail. T'as pas des échafaudages à vendre? Oui, c'est vrai. J'ai cartonné, je me suis éclaté. Donc j'avais un peu d'argent, et je dis à mon grand-père, le lendemain, je viens le voir, j'ai pris 2 billets pour New York, j'ai appelé tes amis américains, on va passer 5 jours là-bas. 5 jours d'horreur, parce qu'on s'est tapé la purée de pois pendant 5 jours, de la grêle, l'Empire State Building, j'ai vu les 2 premiers stages. Mais bon, c'était sympa, c'était touchant de voir ces hommes qui étaient tous des héros. Franchement, ça fait grandir obligatoirement ce que nous sommes. Mais ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'un jour, mon grand-père, il voulait un par-dessus. Vous savez, les par-dessus, c'est ce que l'impair que portait Colombo dans Colombo. Mais c'est pas fait chier sur son nom. Et j'ai dit, ok, il y a Broadway, il y a un magasin, tout petit magasin, il ne fait que ça. Et c'est lui qui vend d'ailleurs les par-dessus à Colombo. Donc on va à Broadway. Il a son par-dessus, je lui offre son par-dessus. Et quand on sort, il me dit, tu sais, alors d'abord, il y a un message d'amour qui est extraordinaire. Il me dit, écoute, je suis fier que tu sois mon petit-fils. J'ai passé un grand moment. Enfin bref, c'était touchant. Et il dit, mais par contre, tu vois, de tout ce voyage, il y a une chose que tu vas retenir. Et là, il fait 2 pas comme ça. Et on regarde la devanture. Et sur la devanture, c'était mes par-dessus vendent mes par-dessus. C'est le slogan du magasin. Et il dit, tu vois, quand tu fais quelque chose, quoi que tu fasses, quelle que soit l'orientation que tu vas prendre, la qualité de ce que tu vas faire doit générer l'envie de travailler avec toi dans la qualité de ce que tu vas faire. C'est un homme incroyablement simple, il était frappé par le bon sens. C'est-à-dire que le marketing, c'est top, mais le marketing que vous allez mettre en place, vous pourrez l'assumer que vous avez un produit d'une grande qualité, qui répond à des vrais besoins. Et vous devez toujours en donner plus. C'est ça la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Moi je sais une chose, c'est que quand mes stagiaires ils vont sur l'espace e-learning que Katia remplit tous les jours, quand ils voient la matière, ils ne peuvent pas me dire, en aucun cas, ça manquait de matière. Je sais que c'est impossible. Ils pourront peut-être me dire, il y en avait trop, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, guide-moi, on est d'accord ou pas? Mais on ne pourra jamais me dire, il n'y en avait pas assez. Parce que je suis un obsédé de ça. Et dès que je crée quelque chose, je vais le mettre sur mes espaces e-learning, auxquels ils ont accès même après la formation. Ça aussi c'est important, pour que ce soit un vecteur d'apprentissage constant. Donc les prospects, il faut que je les transforme mes suspects, je les transforme en prospects. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ça peut être par exemple l'ambiance, ça peut être la musique, ça peut être le ton, ça peut être le style. Dans les vidéos, ça peut être le thème de votre vidéo, ça peut être l'orientation de votre vidéo. David, par exemple, il va faire passer des messages super intelligents, intéressants, sur le mensonge ou sur l'organisation, mais il a pris le parti pris, par exemple, d'avoir le style du rire. C'est une approche. Moi, j'ai pris le parti pris, par exemple, d'être dans mon système académique, d'être moi dans mes lieux de vie, où je filme, et c'est rigolo parce que un jour, j'ai un garçon qui est venu me voir et qui m'a dit tu sais, t'es coach, et bah, je veux bien te coacher. Super. Tu veux me coacher sur quoi? Sur tes vidéos. Ouais. Non, parce qu'il me dit, moi j'ai fait la formation de David J. Et j'ai vu tes vidéos, et t'es pas du tout dans le système, quoi. Ok. Donc toi, tu fais ça, toi? Ouais. Il me dit, t'as une chaîne YouTube, toi? Ouais. T'as combien d'abonnés sur ta chaîne YouTube? Alors d'abord, combien t'as d'abonnés? Et est-ce que toi, tu utilises les techniques de David ou pas? Il me dit à la mettre. Et tu vois, par exemple, toi, t'es plein champ, en fait, tu dois être là, tu vois, tu imagines un carré, donc le mec est en train de redonner son cours, hein, voilà. Combien t'as d'abonnés? Voilà. Bah, écoute, moi, ça fait 2 ans que je fais ça. Et j'arrive à 867 abonnés, 800, peut-être un petit peu plus maintenant, parce que depuis ce matin, je parle là. Merci d'avoir suivi cet extrait. Si vous voulez voir la conférence en intégralité, c'est très